question intéressante parce qu'il y a des échecs en permanence. Même dans les succès, ils sont faits d'échecs. Tu n'arrêtes pas d'essayer des trucs qui ne marchent pas et tu trouves des ficelles sur lesquelles tu arrives à tirer pour continuer de faire grossir ce que les gens appellent un succès depuis l'extérieur. Mais en fait, déjà, un succès, ça ne veut rien dire parce que c'est jamais fini. Donc, qui te dit que tu ne vas pas échouer après ton succès, on ne sait pas. Et ensuite, pour répondre à ta question, moi, c'est souvent de celui-là dont je parle parce que ça m'a quand même un peu… on va dire que j'ai été quand même dans le dur. J'avais monté une boîte, j'avais créé une application qui permettait de faire du micro-événementiel, donc de faire des rencontres dans le cadre d'activités et de loisirs en groupe. Donc, c'est des petits groupes. Et donc, on pouvait faire des activités de tout type pour pouvoir se rencontrer, passer des bons moments, faire des connaissances. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment un truc hyper puissant en termes de proposition de valeur parce que ça marchait très bien quand on allait en parler sur les réseaux sociaux, quand on testait un peu le concept sur le plan marketing et on sentait qu'il y avait une vraie traction. Par contre, dans la réalité, c'était quasiment impossible de trouver un modèle économique et ça nous a buté et c'était vraiment dur. On s'est heurté à ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on a essayé des trucs. On a essayé d'abord d'ignorer le fait qu'il fallait un modèle économique parce qu'on se disait on va la jouer à l'américaine justement et on verra après. Et puis au bout d'un an, 1 an et demi, on a commencé à se dire que c'était quand même important parce qu'on cramait quand même beaucoup de cash et que les investisseurs, c'était sympa de lever de l'argent, mais à un moment, on a aussi pris conscience que les levées de fonds, ça sert à t'accélérer, pas à te perfuser. Donc on n'était pas dans la bonne démarche de levée de fonds. Et puis, au bout de 2 ans et demi, donc on a fait plusieurs choses, d'autres choses en même temps, mais ça, c'était quand même une ligne directrice et il y avait quand même du monde dessus pendant longtemps. On s'est dit que putain, on n'y arrivait vraiment pas, donc on s'est mis en mode commando pour trouver des modèles économiques. On a cherché plein de choses. J'étais en train de refaire une levée de fonds un peu malgré moi, tu vois, de plus de 800 000 euros pour pouvoir remettre dans l'équation et avancer. Et en fait, je me suis dit que ça n'avait pas de sens de faire cette levée de fonds si on n'avait pas de modèle économique. Et donc, j'ai donné 3 mois à mes équipes qui était le cash qu'on avait en gros. Et j'ai dit, les gars, soit on trouve un modèle économique viable et je fais cette levée de fonds, soit on n'y arrive pas et malheureusement, on s'arrête là, mais ce sera mieux pour tout le monde, je vous assure. Et en fait, tout le monde s'est mis à fond, tout le monde a vraiment joué le jeu. C'était incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que les gens allaient être découragés, démotivés. Tout le monde s'est bougé à fond et on n'a pas trouvé de modèle économique viable. Donc, du coup, j'ai dû prendre la décision d'arrêter. Et pour renfoncer encore un peu plus le clou, j'avais été dans une tornade de taf entre mes différentes activités et j'avais juste oublié de prendre en compte la TVA qui nous arrivait très vite dessus dans mon calcul du cash restant et du temps qu'on avait à notre disposition. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec le fait de devoir faire les ruptures conventionnelles. Et déjà, ils ont eu la gentillesse de prendre des ruptures conventionnelles à tout le monde. Ça nous a vidé la trésor. Et deux, il y avait 120 000 euros de TVA. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué. J'ai eu une période vraiment hard parce que je voulais pas aller au tribunal de commerce dans le sens où j'avais d'autres projets d'entreprise que je voulais créer. Et le tribunal de commerce, ça peut être limitant de ce côté-là. On peut t'interdire de créer une boîte pendant 5 ans. C'est ça un peu le problème de la France aussi quand tu parles des échecs qui sont mal vécus, tu vois. Enfin, si tu échoues avec ta boîte, on peut t'empêcher d'en refaire une pendant quelques années. Je trouve ça dommage parce que c'est là où tu as le plus appris, où tu es le plus prêt à recréer une boîte et à avoir du succès. Et je pense qu'on est pas mal à l'avoir démontré. Enfin bon, et du coup, j'ai réussi à revendre la boîte un peu en hold-up après une recherche longue et fastidieuse durant laquelle j'avais des huissiers toutes les semaines chez moi, toutes les 2 semaines chez mes parents, quoi. Voilà, donc c'était quand même assez difficile, c'était quand même un échec et surtout j'ai eu du mal. J'ai appris beaucoup et j'ai grandi, tu vois. C'est difficile d'aller voir ces investisseurs, d'avoir des discussions avec eux quand ils ont perdu beaucoup d'argent, d'affronter ça aussi, tu vois, et de te confronter à la réalité de ton échec. C'est pas évident. T'as essayé de faire de ton mieux et tu as envie que les gens le ressentent. Le plus grand perdant dans l'histoire, c'est toi. Tu as donné ton temps, tu as donné ta vie, quoi. Moi, je m'étais jamais payé. Donc, ils sont tous capables de comprendre. Et puis, tu vois bien qu'ils sont grands, c'est des adultes. Et voilà, pour eux, ben oui, écoute, ça faisait partie du risque. Mais toi, ça te met quand même dans une posture qui est difficile et qu'il faut apprendre à apprivoiser au départ. Mais quand tu commences à être à l'aise avec cette posture, même si on n'est jamais vraiment à l'aise avec l'échec, c'est là que tu vois qu'il y a plein de vertus. Et puis, tu vois, aujourd'hui, ces gens, mes investisseurs, je leur ai redonné des parts dans une autre petite structure que j'ai créée gratuitement et gracieusement pour qu'ils puissent en bénéficier. Je pense que chacun est capable de faire un équilibre et sur le long terme,